Agression antisémite à la machette à Marseille, un enseignant blessé par un adolescent de 15 ans qui a revendiqué son geste au nom de l'État islamique après avoir été arrêté. Il était le héros de toute une génération. Le chanteur David Bowie est mort des suites d'un cancer à 69 ans, quelques jours seulement après la sortie de son 26e album. Et puis c'était il y a quelques secondes à Zurich au siège de la FIFA. Le Ballon d'Or, c'est encore lui, Messi. 5e récompense pour celui qui est peut-être considéré comme le meilleur joueur de foot de tous les temps. Bonsoir, un enseignant juif agressé à la machette. La scène se passe à Marseille ce matin en pleine rue. La victime n'a été que légèrement blessée et l'agresseur, un adolescent turc de 15 ans, a pu être arrêté. Il affirme avoir agi au nom de l'État islamique. Joseph Emmanuel. Marseille, 9e arrondissement. C'est ici que vit une importante communauté juive et c'est l'endroit choisi par un jeune turc de 15 ans pour mener son attaque à la machette. Nous sommes en fin de matinée. Benjamin, un enseignant de 35 ans, porte la kippa et se rend dans l'école juive dans laquelle il enseigne. Le jeune homme turc se rue sur lui, crie Allahu Akbar et lui porte plusieurs coups de machette. La victime s'en sort avec quelques blessures à la main et au dos. Le livre de prière qu'il tient entre les mains lui a servi de bouclier. Très vite, l'agresseur s'échappe. 10 minutes plus tard, une patrouille de la brigade anticriminalité l'arrête. Il tient en premier lieu des propos incohérents, puis revendique ses vraies motivations. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. Il est totalement inconnu des services de police et totalement inconnu des services de justice. Hors radar, précise le procureur, et ça n'est pas une première. Il y a moins d'un mois, un rabbin à Marseille avait déjà connu une agression antisémite. De quoi inquiéter un peu plus la communauté juive. Ses représentants se sont immédiatement rendus sur place pour condamner cette agression. Ce n'est pas un jeune homme dérangé, ce n'est pas un jeune homme handicapé, c'est un jeune homme qui est un bon élève, est un bon élément et qui ce matin, pour quelle raison, sort avec une machette pour venir frapper on ne sait qui. Le président de la République, comme le ministre de l'Intérieur, dénonce une agression antisémite. Le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire. Une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme est ouverte. Alors, agression antisémite dénoncée au sommet de l'État par François Hollande lui-même tout à l'heure. On est justement au duplex de Paris avec Gilles Clavreul, qui est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonsoir. Bonsoir. Agression antisémite, cela a été clairement dénoncé ce matin, même si on entend toujours parler de déséquilibré lorsqu'il y a de tels actes qui sont commis, mais il ne faut pas d'ambiguïté selon vous, ce n'est bien un acte antisémite dont il s'agit ? Acte antisémite, c'est évident. Cela a été l'évidence immédiate. Après, il y a eu, je crois, quelques moments d'hésitation sur les propos qui ont été tenus par l'auteur présumé des faits immédiatement après son interpellation. Mais comme vous avez entendu le procureur de la République de Marseille, il n'y a pas de doute sur ses motivations et sur le caractère parfaitement conscient de son projet terroriste. Donc il s'agit bien d'un acte terroriste antisémite inspiré par l'idéologie de Daesh, l'idéologie djihadiste. Alors justement, on voit bien qu'il y a une sorte presque d'impuissance des pouvoirs publics, parce que même si les niveaux ont été relevés autour de sites sensibles, synagogues notamment, quand ça se passe en pleine rue, comme c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ce n'est pas la première fois que ça se passe d'ailleurs, notamment à Marseille. Non, je crois que là, nous avons affaire à un premier type, une première manifestation d'attaque que l'on redoutait, bien sûr, depuis longtemps, c'est-à-dire un scénario d'autoradicalisation chez un très jeune homme, puisqu'il va avoir 16 ans la semaine prochaine, et qui jusqu'à présent, pour autant qu'on le sache au moment où nous nous exprimons, n'a pas éveillé l'attention ni de la police, ni de la justice, ni, je crois, d'aucun service, ni même de sa famille. Donc nous avons là un passage à l'acte terroriste qui s'est opéré dans des conditions que peu d'éléments, ou alors peut-être nous les découvrirons plus tard, pouvaient laisser supposer. Donc effectivement, c'est très difficile de l'anticiper. Ce que l'on peut faire par rapport à ça, ce sont
toutes les mesures de vigilance, de protection, passive, active, qui sont prises à la fois par la présence des militaires, celle des policiers, mais aussi par, je dirais, la surveillance et la vigilance qui est l'affaire de tout un chacun. Il y a eu énormément, évidemment, d'événements tragiques ces derniers mois en France, mais pour la communauté juive, c'est une sorte de continuité dans le fait d'être devenue une cible aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Je crois qu'il faut plus que jamais, comme l'a fait le Premier ministre Manuel Valls samedi soir devant l'Hypercacher, lors de cette cérémonie très émouvante en la mémoire des 4 victimes assassinées il y a un an, rappeler la détermination absolue de la République française à protéger les citoyens de confession juive. On ne peut pas accepter que ce sentiment de peur, qui est tout à fait légitime et compréhensible, bien évidemment, compte tenu de tout ce qui s'est passé, envahisse nos compatriotes juifs. On sait que tout le monde est menacé, mais on sait que les juifs constituent une cible privilégiée. Et d'ailleurs, je crois que là encore, le terroriste aujourd'hui, ce matin, n'a pas caché ses intentions, le fait qu'il voulait tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. Et bien évidemment, par rapport à ça, il faut afficher une détermination de fer. Nous savons que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Nous savons que cette guerre sera difficile, qu'elle sera longue, mais nous sommes totalement déterminés. Nos compatriotes juifs doivent savoir que nous ferons tout pour les protéger. Dernière question, Gilles Clavreul, on est dans une période de commémoration, de recueillement. Est-ce que tout cela, à votre avis, a un impact aujourd'hui pour freiner cette vague de violence qui déferle ? Ou est-ce que finalement on est obligé d'utiliser le mot de guerre que vous avez employé ? Mais ce n'est pas incompatible. Oui, nous sommes en guerre et c'est une raison supplémentaire pour afficher notre cohésion nationale, pour montrer que nous sommes unis, que nous ne cédons pas à la peur et que nous savons aussi rester debout et continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait, comme nous souhaitons continuer à le faire. C'est l'une des réponses qu'il faut apporter aux terroristes. Au-delà de ça, je crois qu'il est très important de réaffirmer ensemble nos valeurs, la République, la laïcité, une certaine conception des droits de l'homme, de la liberté d'expression, bref, tout ce que les terroristes cherchent à abattre et tout ce pourquoi il faut que nous luttions. Voilà ce dans quoi nous sommes engagés. C'est un combat qui se mène sur beaucoup de fronts. Il y a le combat militaire, il y a également un combat idéologique et il y a une action, c'est en particulier celle qui m'est confiée, pour lutter pied à pied contre les préjugés antisémites, partout où ils menacent de se développer, que ce soit dans les quartiers, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Merci Gilles Clavreul pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une vraie légende du rock qui disparaît. La mort de David Bowie à l'âge de 69 ans a suscité une immense émotion depuis ce matin, et notamment sur les réseaux sociaux où 3 millions de tweets, par exemple, ont été constatés ce matin sur le sujet David Bowie, et ce en l'espace de quelques heures. Mais il en faudrait sans doute encore beaucoup plus pour résumer son immense carrière et ce personnage aux multiples facettes. Sandy Fortis. Il venait de souffler ses 69 bougies après avoir lutté pendant plus de 18 mois contre un cancer. David Bowie s'est éteint dans son sommeil dans la nuit de dimanche à lundi, entouré de ses proches. C'est sur les réseaux sociaux que ses fans apprenaient la triste nouvelle. Son dernier album, Black Star, sera donc son dernier. David Bowie avait sorti vendredi son 25e album, le jour de son anniversaire. Un album qui signait un comeback réussi selon la critique. Le chanteur se réinventait de nouveau en oscillant entre jazz expérimental et new wave. Né David Robert Jones, David Bowie était à la fois chanteur, compositeur, producteur de musique et même acteur. Une carrière qui durait depuis plus de 40 ans. Elle débute à la fin des années 60. Bowie est alors un chanteur folk un peu banal. Il se fait toutefois remarquer en 1969 quand la BBC choisit d'accompagner le premier pas sur la Lune de son titre Space Oddity, une chanson qui entrera dans le top 5 des meilleures ventes au Royaume-Uni. Nouveau gros coup en 1970, il joue la provoque en posant en robe longue sur la pochette de son nouvel album The Man Who Sold the World.
Mais ce n'est qu'en 1972 que l'artiste devient réellement une star grâce à son alter ego décadent, Ziggy Stardust. C'est là qu'il impose un glam rock sophistiqué et apocalyptique. Rock, funk, électro, garage rock, artiste caméléon, la longue carrière de David Bowie a été marquée par ses changements de style, une réinvention permanente de son personnage et de ses approches musicales. Génie créateur mais surtout novateur, le style Bowie a influencé plusieurs générations de chanteurs. En 2004, le magazine Rolling Stone le plaçait en 39e position de son top 100 des meilleurs artistes de tous les temps. Il s'est produit sur les scènes du monde entier, y compris en Israël. C'était en 1996. Je suis très heureux de pouvoir chanter nos chansons ici. Ce sera un spectacle fabuleux. Des nouvelles chansons, des anciennes, tout. Ce sera génial. Depuis le début de sa carrière, le chanteur britannique a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde. Un chiffre qui risque d'augmenter dans les prochains jours. Alors avec nous depuis Paris, celui qui a écrit de nombreux ouvrages sur la star disparue. Bonsoir Jérôme Soligny, vous êtes un peu le biographe de Bowie en France. Et j'aimerais d'abord savoir ce qui vous a tant fasciné chez lui. Disons que c'est un artiste pour le moins complet. C'était un grand musicien, c'était un acteur. Il était aussi peintre à ses heures. Et puis surtout, il a fait énormément pour... ce que j'appelle une sorte d'émancipation artistique, c'est-à-dire qu'il a passé des relais, il nous a donné envie de découvrir les gens qui lui-même l'ont fasciné, et ça c'est assez unique, c'est-à-dire il avait un côté, il s'appelait lui-même, il se qualifiait de généraliste, et en fait je trouve que le mot qui correspond le mieux est peut-être le mot de passeur, c'est-à-dire que lui-même a absorbé beaucoup de choses sur le plan culturel, et a passé sa vie à vouloir... exprimer à son tour tout ce qu'il avait ressenti. C'est ce qu'on appelle un prêté pour un rendu, ou un rendu pour un prêté. C'est-à-dire que, ayant absorbé beaucoup de choses, il a eu envie aussi, lui, de donner beaucoup de choses. Alors justement, sa carrière musicale, elle est difficile à résumer tant il a varié les genres. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'il s'est autant dispersé. Alors, disons que c'est quelqu'un qui était curieux. C'est peut-être l'adjectif qui le définit le mieux. C'est-à-dire qu'il aura passé sa vie à dévorer des livres, il aura passé sa vie à courir les musées, à aller au cinéma, à s'intéresser. Récemment, il s'est beaucoup intéressé, les 10-15 dernières années de sa vie, il s'intéressait énormément à la théologie, il s'intéressait aux informations, à ce qui se passe. Le conflit du Proche-Orient était quelque chose qui l'intéressait énormément. Et puis aussi, autre chose qui était toutes les espèces de dérives de la jeunesse. Une jeunesse qui commençait à comprendre de moins en moins, passionnée par les réseaux sociaux, passionnée de choses qui pour lui étaient tout à fait futiles. Une jeunesse qui n'avait plus forcément envie de connaître, envie de découvrir, envie d'apprendre. En tous les cas, c'est le message qu'il m'avait transmis lors d'une des dernières interviews qu'il m'a donné. Et tout ça pour dire que cette curiosité s'est manifestée à travers son art par une envie en fait de se réinventer en permanence. Pas forcément pour changer tout le temps, mais parce qu'il a relativement vite fait le tour des choses, et à partir du moment où il en avait fait le tour, voilà, donc effectivement, après cette période, bon, alors il y a eu des débuts, mais ce qu'il a fait connaître, c'est donc ce fameux glam rock, et après cette période glam rock, il est parti effectivement vers une musique beaucoup plus soul, en tous les cas, c'est ce qu'il aimait bien. Après, il y a eu cette période européenne avec l'année et demie qu'il aura passé à Berlin, où là, c'est devenu très expérimental, Low Heroes, tout ça. Enfin, il s'est réinventé en permanence. Un jour, il s'est même réinventé en star commerciale quand il a fait Let's Dance. Et puis un jour, il s'est même réinventé en groupe de rock quand il s'est un peu caché dans le groupe Tin Machine. C'était quelque chose qui lui tenait aussi à cœur. C'est qu'une partie de sa carrière qu'on met souvent sous une cloche comme ça, un peu comme si c'était dérangeant, mais pour lui, c'était très très important. C'est grâce à Tin Machine qu'il a fait tout ce qu'il a fait dans les années 90 et qui ont été très riches à nouveau. Merci Jérôme Soligny. Je rappelle que vous avez écrit donc plusieurs ouvrages sur David Bowie. Émotion constatée également ce matin tant à Londres qu'à New York, deux villes qui étaient très chères au cœur de David Bowie. Écoutez. C'est tellement une source d'inspiration. La culture dans laquelle j'ai grandi doit tout à David Bowie. Il a tellement inspiré de gens à tel point que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas qui aurait pu le remplacer.
Pour moi, ça a vraiment été un choc. Je savais qu'il souffrait d'un cancer, mais je ne pensais pas qu'il nous quitterait si tôt. Mais apparemment, il y a eu pas mal d'indices depuis la sortie de son dernier album, comme quoi il n'allait pas très bien. Donc, le nombre de gens qu'il a influencé est énorme. Ça se voit vraiment partout, mais je ne pense pas qu'on aura quelqu'un d'autre comme lui un jour. L'information vient d'être officialisée il y a quelques minutes. 5e ballon d'or pour le joueur argentin Lionel Messi, la star du FC Barcelone, qui est donc sacré meilleur joueur de l'année 2015. Antoine Greenbaum, bonsoir. Vous êtes journaliste sportif en direct depuis Paris. On ne peut pas parler vraiment de surprise pour Messi parce qu'il a quand même réussi une année incroyable. Encore. Oui, une année incroyable, notamment avec cette victoire en Ligue des Champions. Il profite aussi d'une équipe qui est tout simplement exceptionnelle. Le fait d'évoluer avec des joueurs de très très haut niveau comme Neymar ou Suarez, cette victoire dont on se souvient du côté du Paris Saint-Germain, la défaite du PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Après, il va falloir se poser des questions aussi sur ce numéro de duettiste entre Messi d'un côté et Ronaldo de l'autre. Ça fait 8 années que le petit Argentin et le Portugais aujourd'hui sont sur le trône du football mondial. Peut-être va-t-il falloir revoir les critères d'attribution. Peut-être, comme c'était le cas à l'époque, considérer que ce trophée doit être décerné au meilleur joueur de la meilleure équipe de l'année. Pour quelle raison est-ce que Manuel Neuer ne l'a pas eu l'année dernière lorsque l'Allemagne a été championne du monde? Pourquoi est-ce qu'en 2010, Xabi ou Iniesta n'ont pas été sacrés? Alors Messi, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part une escroquerie marketing sur le plan de la manière dont on décerne ce trophée actuellement? Il y a donc aujourd'hui beaucoup de questions à poser, au-delà du fait que Messi, effectivement, a réalisé une année incroyable. Alors c'est vrai qu'on aurait pu dire, peut-être pour faire un peu de changement dans tout ça, que peut-être Neymar ou Suarez, qui n'étaient pas dans les 3 finalistes, mais que ces deux-là pouvaient peut-être bousculer la hiérarchie. Pourquoi est-ce que Neymar, par exemple, ne l'a pas cette année ? Les statistiques individuelles. Aujourd'hui, on considère tout simplement que le Ballon d'Or doit être décerné au joueur qui a marqué le plus de buts. Alors imaginez qu'un gardien réalise des performances absolument incroyables ou qu'il y ait un grand défenseur dans une très très grande équipe nationale. Il n'a aujourd'hui aucune chance d'avoir ce Ballon d'Or. Ça se joue uniquement au niveau des stats. En ce qui concerne les statistiques, par exemple concernant Ronaldo, c'est 57 buts en 57 matchs. Pour Messi, il y a un petit peu plus de buts, mais c'est évidemment le trophée suprême. Il y a d'un côté le championnat d'Espagne, la victoire en Liga de la part du Barça, mais aussi effectivement cette victoire en Ligue des Champions qui fait foi. Alors pour quelle raison est-ce que cette année on attribue le Ballon d'Or à un joueur d'une équipe qui a remporté la Ligue des Champions, et pour quelle raison est-ce que l'année dernière on n'a pas attribué ce trophée à un joueur de l'équipe d'Allemagne championne du monde? Je repose la question parce que l'année prochaine ce sera encore Messi ou Ronaldo. Vous parlez de Suarez, mais il faut aussi parler d'image. Il n'y a pas que le sportif qui compte, il y a également l'image. On sait que Suarez a une image sur le plan extra-sportif qui est détestable avec ses histoires de morsures. On se souvient de la morsure de Suarez avec Chiellini l'année dernière, ou il y a 2 ans plutôt, lors du match entre l'Uruguay et l'Italie en Coupe du Monde. Neymar, c'est encore un peu trop tôt. Il n'est pas au niveau, il est encore un peu dans l'ombre de Messi. Peut-être prochainement, Messi a 28 ans, Ronaldo va sur ses 31 ans. Donc effectivement, peut-être à un moment, d'ici 2-3 ans, on aura un joueur capable de remettre en cause l'hégémonie Messi-Ronaldo. Merci Antoine Greenbaum en direct donc, de Paris après donc, cette annonce il y a quelques instants du 5e Ballon d'Or remporté par Lionel Messi. En Israël, on vient de l'apprendre, arrestation dans le nord du pays d'une terroriste munie d'un couteau qui s'apprêtait à commettre une attaque. Ça se passe dans le nord, c'est une arabe israélienne qui a été arrêtée par la police. Et puis ce cimetière chrétien qui a été la cible de vandales nocturnes en Israël. Également des tombes ont été brisées, mais il n'y a pas eu d'inscription retrouvée sur les lieux comme cela se passe souvent dans ce genre d'action. Un reportage à Bet Jamal de Maël Benoliel. Des croix arrachées, des tombes vandalisées, un événement dont se serait bien passé le père Antonio. Oui, c'est le cimetière, nos petits cimetières, où sont enterrés nos frères, nos pères. 7 stèles sur 24 ont été détruites par des inconnus dans ce cimetière de Bet Jamal au moment des fêtes de Noël. Le prêtre de ce village, où vit une petite communauté de chrétiens, n'en revient toujours pas. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça? C'est-à-dire, c'est la question, pourquoi? Pourquoi ça? Contre notre mort, nos morts.
Je dis qu'on n'a pas des ennemis ici. Il n'y a pas d'explication raisonnable, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la haine, mais contre qui? Pourquoi? C'est le père en personne qui a été porté plainte au commissariat de la ville la plus proche, Beth Shemesh. Ils sont venus, ils sont photographiés, et ils ont fait tout ce que la police fait dans ces choses comme ça. Et après, on attend s'il y a une réponse, mais je ne crois pas qu'il y aura de réponse, parce que c'est impossible de savoir après. Ça, c'est sur le Nous ciel. sommes ici à une trentaine de kilomètres du sud de Jérusalem, sur les monts de Judée. Un endroit reculé, en pleine forêt, qui attire de nombreux pèlerins et touristes, notamment pour le calme et la tranquillité que le lieu inspire. Ils ne sont que quelques dizaines de religieux à vivre dans ce couvent. Le monastère, lui, est ouvert au public, mais c'est à 500 mètres de l'édifice religieux, au bout d'une route sinueuse, que se trouve le cimetière déjà centenaire. Conséquence de cette profanation, le cimetière sera déplacé plus près du monastère. Ce n'est pas la première fois que Beth Jamal est la cible de tels actes. En 2013, c'est l'entrée du couvent qui avait été visée par un cocktail Molotov. Et puis il y a eu cet incendie dont on vous parlait hier soir du local de l'association israélienne d'extrême gauche B'Tselem à Jérusalem. On a d'abord cru à un incendie criminel, mais il s'agit d'un problème électrique, rien donc de criminel, car cette ONG se trouve sur la sellette, comme d'autres d'ailleurs. On va en parler avec vous, Daniel Haïk, au moment où on est en train de voir les images d'un reportage qui fait scandale en Israël cette semaine. Daniel, bonsoir. Alors dans ce reportage, c'est une ONG de gauche israélienne qui est mise en cause de manière très grave. Oui, on va essayer d'être précis. C'est un militant d'extrême gauche, Ezra Naoui. Donc un Israélien. Oui, israélien, d'une ONG d'extrême gauche qui s'appelle Tiaouch et qui est affiliée aussi, qui est liée d'une manière ou d'une autre avec B'Tselem. Qui reconnaît dans ce film, dans cette émission ce reportage qui a été diffusé la semaine dernière dans une grande émission de reportage, qui reconnaît avoir dénoncé à l'autorité palestinienne des Palestiniens dont le seul reproche était d'avoir vendu des terres de Judée et Samarie à des Juifs, à des Israéliens juifs. Et cela fait scandale parce que, d'abord, il faut préciser, il faut le rappeler, le contexte. Tout Palestinien, et c'est une loi de l'autorité palestinienne, tout Palestinien qui vendra des terres à des Juifs, et là c'est mentionné comme cela, à des Juifs, eh bien, est passible de la peine de mort. Il y a des Palestiniens qui en 2009 il y a un Palestinien qui a été condamné à mort pour avoir vendu des terres à des Juifs. Il y a des Palestiniens qui ont été torturés au cours des dernières années pour avoir vendu des terres à des Juifs. Et cela, c'est un véritable problème. Il faut préciser, pour être tout à fait précis, qu'il y a eu des condamnations à mort, mais qu'il n'y a pas eu d'exécution depuis l'arrivée de Mahmoud Abbas au pouvoir, c'est-à-dire en 2004. Donc c'est un acte extrêmement grave de dénoncer. C'est une véritable délation de la part de ce militant. Il faut rappeler que c'est un militant, préciser que c'est un militant qui a un passé relativement douteux, mais qui est très radical, qui ne représente probablement pas l'ensemble des ONG israéliennes de gauche ou d'extrême gauche, qui est tout à fait particulier, mais qui repose le problème donc de l'action de certaines ONG israéliennes contre le gouvernement et contre la politique du gouvernement, qui sont des ONG qui sont positionnées véritablement à l'extrême gauche. Alors, il faut préciser que ce militant en question a été arrêté ce soir à l'aéroport Ben Gurion alors qu'il tentait, semble-t-il, de fuir le pays. Il faut préciser deux choses. D'abord que la police a ouvert une enquête à la suite de la diffusion de ce reportage et que ce militant a donc voulu fuir le territoire israélien et qu'il a été arrêté à l'aéroport avant de pouvoir s'envoler. Et il y a une polémique politique également à propos de la diffusion de ce reportage. Alors effectivement, et c'est tout à fait intéressant parce que les réactions, on va dire, au sein de la gauche politique israélienne, dans l'échiquier politique israélien, eh bien, ces réactions sont surprenantes. Au lieu de tuer le messager, on s'attaque au message. C'est-à-dire, on va, au lieu de parler de ce qui a été fait par ce militant radical, eh bien on parle plutôt d'Ilana Dayan, qui est la responsable de ce magazine qui s'appelle Ouvda, qui est l'un des magazines les plus populaires et les plus connus de la seconde chaîne israélienne. Ouvda, c'est un peu l'envoyé spécial israélien. C'est une femme
très sérieuse, une journaliste expérimentée qui n'aurait jamais diffusé ce reportage si elle ne l'avait pas totalement validé. Il faut préciser encore une fois que c'est un reportage qui a été réalisé par des militants de la droite israélienne, mais qui a été donc validé par cette journaliste, par la rédactrice en chef de ce Ouvda, Ilana Dayan, qui est au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, elle, dans sa réaction, elle dit finalement, moi je ne travaille ni pour la gauche, ni pour le centre, ni pour la droite, je travaille pour l'information. Et on reproche à la gauche israélienne tout simplement d'avoir diffusé ce film qui porte atteinte d'une certaine manière aux ONG qui sont déjà sous la sellette à la suite de la fameuse loi d'Ayelet Shaked, la ministre de la Justice. Merci Daniel Haïk. On va marquer une pause, on va se retrouver dans un instant. On parlera des suites de l'enquête menée à Cologne en Allemagne après les agressions sexuelles qui ont visé des femmes la nuit du Nouvel An. Et puis on vous parlera également du salon automobile de Détroit qui marque le renouveau du marché dans ce secteur, notamment aux États-Unis. À tout de suite.